Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Régis de Reprendre du Terrain et au programme aujourd'hui une interview exclusive d'un de mes clients, en l'occurrence Quentin. Vous allez donc pouvoir découvrir son témoignage, son histoire avec la dépersonnalisation des réalisations, où il en était avant qu'il me contacte, ce qu'il ressentait, où il en est actuellement, son retour par rapport à l'accompagnement dont il a bénéficié, etc. etc. Alors tout d'abord, pour vous présenter rapidement Quentin, en un ou deux mots, c'est donc un client que j'accompagne en suivi personnalisé depuis fin 2019. Il a aujourd'hui 26 ans, il a un emploi, il adore le sport, il a des amis, c'est quelqu'un qui possède de réelles qualités humaines, qui n'a pas de problème particulier de santé physique, pas consommateur de drogue, etc. Mais quand il m'a contacté, on était donc fin 2019, il souffrait de dépersonnalisation des réalisations depuis plus d'un an. C'est arrivé dans le contexte d'une période de vie compliquée pour lui, avec une épreuve de vie qui restait à digérer, et l'anxiété qu'il a toujours plus ou moins accompagnée dans sa vie, plus d'autres facteurs stressants à la même époque, n'ont pas arrangé les choses. Voilà, donc je vous laisse découvrir maintenant cette interview que nous avons réalisée, que nous avons enregistrée, Quentin et moi, le 26 mai 2020, et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion. Bonjour Quentin. Bonjour Régis. Donc tout d'abord, un grand merci à toi d'avoir accepté de faire cette interview et d'apporter ton témoignage. Je pense qu'à sa manière, il peut clairement contribuer à aider celles et ceux qui nous écoutent, ne serait-ce que par le fait de se reconnaître à travers les réponses que tu vas nous donner, le message que tu peux adresser, etc. Donc un grand merci à toi. J'en viens à ma première question. Donc, pourrais-tu nous décrire, s'il te plaît, les symptômes, les sensations de dépersonnalisation, des réalisations que tu avais au moment où tu m'as contacté, donc en fin 2019, et depuis quand tu les ressentais? Donc au niveau de mes sensations, j'avais l'impression en fait d'être détaché de moi-même, comme si j'avais une espèce de vitre devant les yeux. Ensuite, quand je me baladais, que je regardais des paysages, j'avais comme l'impression d'être... je savais où c'était, mais j'ai l'impression de regarder les choses comme sur une carte postale. Ouais. Il y a eu un moment aussi, quand je me regardais dans le miroir, je savais que c'était moi, mais dans ma tête, je me représentais pas comme ça, en fait. J'étais resté bloqué sur la vision de moi quand j'étais plus petit, pas dans ma peau obèse. Ouais. Et en fait, j'étais resté bloqué sur cette image-là de moi. Ma vue aussi, qui était un peu brouillée. Certaines lumières qui me dérangeaient, les lumières dans les magasins. Ouais. Et donc tout ça, ça a commencé en février 2018. D'accord. Et ouais, donc effectivement, tout ce que tu décris, c'est vraiment très symptomatique de symptômes de dépersonnalisation des réalisations, dont les lumières qui pouvaient être gênées dans les magasins. J'imagine que tu fais allusion un petit peu au néon. Ouais. Donc sachant, pour rappel, pour préciser pour ceux qui nous écoutent, que d'autres symptômes sont possibles, que tout le monde n'a pas forcément les mêmes, ou au même moment, à la même intensité, etc. Ok, donc comment tu vivais un petit peu tous ces symptômes, toutes ces sensations avant de me contacter la première fois? Comment tu te sentais globalement à cette époque en termes d'anxiété, morale, énergie, etc. Je vivais très mal. En fait, je savais que j'avais rien, puisque j'ai passé pas mal d'examens, tout était bon. Mon médecin me disait que j'étais tout à fait normal. Et en fait, j'arrivais pas à m'en convaincre que j'allais bien, quoi. Et ça faisait une forme de culpabilité. Et du coup, j'avais pas mal d'idées noires, vraiment moral à zéro. Il y a eu un moment où je pensais vraiment au suicide, parce que j'arrivais pas du tout à avancer, quoi. Et après, j'étais encore plus fatigué qu'avant. J'avais zéro énergie, quoi. J'ai jamais vraiment eu une grosse énergie, puisque mon anxiété date pas de 2018, mais là, j'étais vraiment HS, quoi. D'accord. Et oui, c'est vrai, donc c'est vrai que je me rappelle que quand j'ai entendu ta voix pour la première fois, t'étais vraiment, tu paraissais vraiment éteint. Tu donnais vraiment l'impression d'avoir le moral à zéro, et bien évidemment, je peux totalement le comprendre. C'est pas un jugement de ma part, bien évidemment, mais
Du coup, je sais pas si tu vas t'en rappeler, mais par rapport aux sensations de dépersonnalisation, des réalisations que tu avais. Et pour préciser aux gens qui nous écoutent, sur une échelle de 0 à 10, à l'époque de cette première séance, tu avais évalué qu'au quotidien, l'intensité moyenne de tes sensations était à 8 sur 10, avec des pics à 9, sachant que 10 représente le pire moment, la plus grande intensité de dépersonnalisation, enfin de symptômes jamais vécus. Donc c'est sûr que les sensations semblaient très intenses pour toi au quotidien. Et d'ailleurs, toujours par rapport à une auto-évaluation que je t'avais proposée, tu avais précisé que tu étais également terrorisé par ces sensations et terrorisé aussi à l'idée de les revivre. Donc c'est vrai que ton quotidien était loin d'être tout rose à l'époque, ce qui bien évidemment parfaitement expliqué le moral à zéro, la fatigue, etc., les idées noires, bien évidemment. Alors juste une petite précision, juste une remarque, mais tu dis que tu savais que tu n'avais rien, mais que tu n'arrivais pas à t'en convaincre. Alors je connais la réponse puisqu'on a déjà évoqué le sujet ensemble, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as eu peur d'avoir tel ou tel problème de santé mentale? Est-ce que tu as eu peur de devenir fou, etc. Ouais, en fait j'avais peur d'avoir des lésions au cerveau, d'être devenu schizophrène, enfin d'être ou de devenir fou, et que tout ça m'amène à une maladie mentale, quoi. J'étais vraiment, enfin je savais pas du tout ce que j'avais, quoi. D'accord. Et donc du coup ça te faisait peur, tu t'inquiétais un petit peu pour cette santé mentale, savoir si tu étais fou, ou tu allais devenir, si tu avais le cerveau endommagé, etc. Donc c'est vrai que pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est vrai que c'est des questions très typiques, très récurrentes chez les personnes qui sont effectivement sujets à ce genre de symptômes de dépersonnalisation, déréalisation. Ok, donc pourrais-tu nous dire maintenant dans quelle mesure tes symptômes de dépersonnalisation, déréalisation t'handicapaient dans ton quotidien, un peu, beaucoup, pas du tout, et si tu en as, pourrais-tu nous donner un ou deux exemples, par exemple des choses que tu ne faisais plus ou que tu évitais de faire, que tu fuyais, ou à l'inverse des choses que tu ne pouvais pas t'empêcher de faire à cause de ces sensations? Avec le recul, j'ai pas évité de faire, enfin j'ai pas vraiment changé ma façon de vivre. Je continuais à sortir avec mes amis, mais en fait je me rends compte maintenant que c'était plus je sortais pour pas leur dire non et qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème, quoi. Enfin que je voulais rien laisser paraître, quoi. Ouais. Et donc ensuite au niveau de l'évitement, j'ai évité encore plus de parler aux gens que je ne connaissais pas trop, parce que j'avais vraiment un problème avec le regard des autres. Ouais. Et au niveau de ce que je faisais tout le temps, c'est au niveau de se checker tout le temps, voir s'il a vu, ça allait, comment je me sens, enfin j'étais, je m'analysais tout le temps. Sans arrêt, ouais. Ouais, c'est vrai que surveiller sans arrêt ces symptômes toutes ces sensations, tous ces symptômes un peu bizarres, un peu étranges, à vérifier si c'est justement ces sensations sont là, si elles vont arriver, si elles vont empirer, ce qui est quelque chose aussi d'assez courant, voire très courant, donc chez les personnes qui sont sujets à ce genre de sensations, hein. Et comme tu le sais maintenant, hein, puisqu'on en a bien évidemment parlé, on a abordé ce point-là en séance, se checker, enfin se surveiller sans arrêt, c'est un problème en soi, et ce problème peut à lui seul maintenir, voire intensifier les sensations. C'est d'ailleurs pour cela, au passage, j'en profite pour en parler, que mon premier programme en ligne traite de ce sujet-là, car c'est quelque chose de fondamental à comprendre. En parallèle, bien sûr, d'avoir quelques techniques et stratégies pour nous aider à arrêter de s'auto-observer et de se checker sans arrêt. Ok, donc alors à l'image de beaucoup de personnes faisant l'objet de sensations de dépersonnalisation, déréalisation, tu n'en avais en effet quasiment parlé à personne, tu gardais quasiment tout pour toi, pour ne rien laisser paraître, comme tu dis. Alors même si l'idée n'a jamais été de le crier sur les toits, avec le recul, est-ce que tu penses que d'avoir beaucoup gardé les choses pour toi à l'époque
t'a rendu service ou au contraire ne t'a pas rendu service? Quel regard portes-tu sur ce point-là maintenant? Le fait d'en parler, ça libère. Ouais. Donc j'en ai parlé à ma soeur et à mon père. Ouais. Donc je leur ai montré des vidéos à l'appui parce que c'est pas évident de se faire comprendre. Ouais. On explique les sensations. C'est vrai. Mais donc il faut en parler voilà, des personnes de confiance. Ouais. Et le fait d'en avoir parlé avec mon médecin, Ouais. donc il connaissait un peu les symptômes. Ouais. Et donc ça m'a rassuré sur le fait que j'étais pas fou, que j'allais pas non plus le devenir. Ouais. Et donc cette fois, il sait que tu me suis. Et Ouais. donc il est content de mon évolution. Donc en gros, il faut, là, comme tu dis, il faut pas le crier sur tous les toits, mais il faut se confier à des personnes de confiance. Ouais, tout à fait. Oui, c'est important ce que tu dis. Effectivement, l'erreur souvent commise, c'est de tout garder pour soi, ne rien laisser paraître, etc. Et effectivement, le simple fait d'en parler, ne serait-ce qu'à une personne, hein, de confiance, comme tu dis, ça soulage, comme on dit, de façon générale, au-delà de la dépersonnalisation. Parler, se confier sur un problème, le problème est à moitié résolu. Donc effectivement, ça ne fait pas tout, mais c'est quand même une part de soulagement. Et effectivement, le fait de vider son sac, de soulager, c'est important, quel que soit son problème. Et j'allais dire, effectivement, par rapport à la dépersonnalisation, bien évidemment, personne de confiance. Et en plus, si la personne connaît le sujet, c'est d'autant plus intéressant pour nous aider, bien évidemment, et pour nous rassurer, pour nous soulager, etc. Ok, donc, alors au-delà des différentes consultations diverses et des différents examens médicaux que tu as passés à l'époque, et qui n'ont rien révélé d'anormal, l'IRM cérébral, examen ORL, examen ophtalmologique, etc. Tu m'as dit qu'avant de découvrir mon existence et solliciter mon aide, tu avais notamment sollicité celle de 2 autres personnes, en l'occurrence un psychiatre et un psychologue, alors tous les deux ayant une certaine visibilité et présence sur YouTube, Internet et dans les médias, et dans certains médias aussi, et pour lesquels la dépersonnalisation des réalisations fait partie de leur sujet. Alors, sans les nommer, bien entendu, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas continué, que tu n'as pas insisté avec ces personnes? C'est au niveau un peu de la méthode et du suivi, c'est-à-dire qu'avec on n'arrêtait pas de ressasser le passé. C'est le psychologue, le psychiatre? Ouais. Le psychologue? Ouais. Et avec l'autre, donc c'était des séances d'hypnose enregistrées et donc à écouter, mais je m'endormais. Enfin, je voyais pas l'évolution. Je pensais pas arriver à m'en sortir comme ça, quoi. Ouais, tu restais sur ta faim, c'était pas convaincant pour toi, et je crois que tu m'avais dit d'ailleurs une fois que tu avais compris à tort, je crois que c'était avec le psychologue de mémoire, que en gros, ça allait pas vraiment partir complètement, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, tu étais resté un petit peu sur ce message-là, sur ce tableau noir un petit peu mis devant toi, quoi. Ouais. D'accord. Du coup, et à l'inverse, qu'est-ce qui a fait que tu as continué à m'accorder ta confiance? Qu'est-ce que tu trouves à travers nos séances, je sais pas, dans mon approche, mon accompagnement, mon suivi, etc., qui semble visiblement faire la différence pour toi? Déjà, il y a eu un bon feeling. Enfin, c'est bien passé la première fois qu'on s'est appelé. Ouais. Aussi le fait que tu as vécu ces sensations. Ouais. Donc les explications, voilà, c'est clair, on a des documents pour se remettre dedans quand ça va pas. On oublie le passé puisque de toute façon, voilà, on peut pas y revenir, hein, donc on est axé vers le futur. Voilà, t'es à l'écoute dans les séances. Enfin, c'est toi qui me le dis, c'est aux patients
Quand on parle de quelque chose, voilà, n'hésite pas à répéter les choses qu'on s'est déjà dit, et du coup, ça rassure, à force d'être entendu, ça rentre. Ouais. Et aussi le fait que entre les séances, on n'est pas lâché comme ça dans la nature, quoi. Il y a des exercices à faire. Ouais. Il y a une certaine logique, voilà, et tout ça dans le but de changer. Ouais. Et donc on voit assez vite les premiers résultats, et du coup ça encourage. D'accord, oui, c'est vrai que mon approche est essentiellement basée sur le comment aller mieux, à faire comprendre bien entendu ce qui se passe avec la dépersonnalisation des réalisations, mais surtout aider concrètement la personne à aller mieux, à regarder devant elle, à avancer à son rythme bien sûr, plutôt que de passer son temps à revenir en arrière, focaliser son attention sur son passé, ses traumatismes, ses problèmes, etc., à chercher dans son passé pourquoi ça va mal aujourd'hui, ce qui est une approche selon moi longue, enfin souvent longue et douloureuse, et n'aide pas forcément pour aller de l'avant. Or je trouve que c'est cela le plus important. Encore une fois, même s'il faut le faire bien évidemment à son rythme. En tout cas, pour moi, l'idée générale, c'est que la personne apprenne à devenir son propre thérapeute, qu'elle ait des outils et des techniques en sa possession pour être mieux armée face à la dépersonnalisation des réalisations, mais aussi face à la vie en général. Et qu'en effet, entre les séances, il y a des choses à faire, qu'elle se sente avancée et gagner en confiance, etc. Car sinon, on peut rester pendant 15 ans sur un fauteuil à parler de nos problèmes sans que ça n'ait avancé d'un millimètre et à rester totalement désarmé par rapport à ce qui nous arrive. Alors, question suivante. Est-ce que j'ai pu répondre aux différentes questions que tu te posais au sujet de la dépersonnalisation des réalisations, dont certaines étaient encore sans réponse, je crois, avant que tu me contactes? Oui, du coup, c'est d'ailleurs ce qui m'a vraiment rassuré, c'est que voilà, tu as un panel, on va dire, de symptômes, tu connais les différents symptômes, tu en as vécu certains, tu sais que d'autres existent. Ouais. Et après, même si il y a eu, tu te rappelles quand on avait parlé du fait que quand j'avais mes lunettes, ça augmentait mes sensations, et que t'avais jamais trop entendu parler. Et de ce cas-là, oui. Pardon. Ouais. Au final, on en parle, et comme de base, en fait, j'avais l'impression d'avoir une vitre devant les yeux. En fait, le fait de mettre mes lunettes, ça a augmenté cette sensation. Ouais. Mais au final, ça s'efface progressivement. Ouais, c'est vrai que ce cas de l'augmentation des sensations quand tu mettais tes lunettes, c'est vrai que j'en avais pas eu connaissance. C'est vrai que ça illustre bien en fait l'aspect personnel du rapport aux choses, du rapport un petit peu à ces sensations. Je suis déjà un petit peu derrière un filtre transparent avec ces sensations. Le fait de mettre ces lunettes, rien d'étonnant effectivement, donc un espèce de double vitrage on va dire. Rien d'étonnant à ce qu'effectivement ça peut induire une augmentation des sensations par l'angoisse en fait que ça génère. Et même par anticipation, c'est-à-dire que je vais mettre mes lunettes, je vais anticiper que ça va augmenter mes sensations et donc forcément je les auto-provoque entre guillemets. Et donc voilà, donc c'est un peu cette mécanique d'anxiété par anticipation. Toi, ça va être les lunettes, ça va être autre chose. Pour d'autres, ça va être autre chose aussi également. Donc globalement, cette mécanique d'anxiété par anticipation, et donc d'angoisser à l'idée de faire telle ou telle chose qui risquerait selon nous de faire apparaître les sensations ou de les augmenter. Ça, c'est typiquement, effectivement, un des pièges à éviter. Alors, si tu devais résumer en 3 mots nos séances, ça serait lesquels? Précis, dans le sens où entre les séances, voilà, on fait un retour à chaque fois par rapport à la dernière séance. Ouais. Dynamique au niveau des séances les
interactions qu'il y a entre nous, il n'y a pas de plan. Ouais. Et puis évolutif, c'est-à-dire qu'au début on commence doucement à... Enfin, tu me rassures, Ouais. et puis après au fur et à mesure, on se met en situation d'exercice, quoi. C'est à nous de gérer notre thérapie en gros. Enfin, voilà, tu m'as pas écouté pendant des mois à te raconter la même chose. À un moment donné, tu te proposes des exercices, des challenges, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors comme je disais, effectivement, pareil. Première phase, effectivement. Si je me remets dans le contexte de la première séance, c'était hors de question que je te dise, tiens, Quentin, fais telle ou telle chose qui t'aurait complètement dépassé. C'était pas du tout. Tu avais vraiment besoin de comprendre, d'être rassuré, de comprendre ce qui est arrivé. Et ensuite, phase 2, on va dire, à ton rythme, en fonction de ton rythme, en fonction de ton avancement, on avance, etc. On passe entre guillemets à l'action. Et encore une fois, des challenges, des petits challenges, mais il ne faut pas le voir en mode gros challenge effrayant qui nous bloquerait. Non, c'est voilà, des petits passer à l'action, tout simplement, reprendre du terrain, c'est le cas de le dire. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire maintenant, s'il te plaît, comment tu te sens actuellement? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu envisages la vie autrement désormais? Eh ben, actuellement, donc, je sais pas si je devais vous donner un chiffre, on va dire que je suis revenu à 95% de mes sensations normales. Ouais. Tout en sachant que ces 95%-là, c'est en me mettant hors de ma zone de confort, donc en parlant à des gens que je connais pas, enfin, Ouais. voilà, donc globalement, je suis super content. Ouais. Quand je vois le chemin parcouru, moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Ouais. Je suis vraiment optimiste aussi pour le fait de m'en débarrasser complètement, parce que je vois l'évolution, enfin j'ai mes documents, je suis vraiment optimiste pour ma guérison totale. Ouais. Après, faut savoir que j'avais la DPDR H24, donc Ouais. je partais de vraiment loin, quoi. Enfin, Tout à fait. j'étais vraiment coincé là-dedans. Et aujourd'hui, voilà, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau, et je prends confiance en moi. Ouais. Et c'est un nouveau départ, voilà, tout simplement. T'as retrouvé un peu le goût à la vie, entre guillemets, par rapport à avant, et effectivement, tu partais d'assez loin, effectivement, en termes de morale, on va dire. C'est vrai que moi, je suis vraiment content pour toi. Moi, je constate, il y a vraiment eu une vraie évolution en peu de temps, finalement, parce que ça fait peu de temps en soi. Tu partais vraiment de très loin, comme on vient de le dire. Il suffit de comparer, comme j'ai déjà pu te le dire, ta voix entre la première séance et maintenant, pour s'en rendre compte. Alors, je t'ai pas enregistré à l'époque, hein, mais bon, ça aurait été mal venu de le faire d'ailleurs, mais comme j'ai déjà pu te le dire, c'est le jour et la nuit. C'était éteint, très effacé, je t'entendais à peine. Alors que maintenant, on entend clairement dans ta voix l'énergie, on va dire, retrouvée. Il suffit juste de s'appuyer sur ta voix, quoi, pour se rendre compte. Donc c'est vraiment flagrant pour moi, mais j'ai déjà pu te le dire à une ou deux occasions. Mais en tout cas, c'est pour faire comprendre aux gens qu'effectivement, c'est vraiment le jour et la nuit. Ok. Donc, ouais, depuis que nous nous connaissons, et au-delà de la question de la DPDR, est-ce que tu as remarqué d'autres évolutions positives chez toi? Tu en as déjà fait un petit peu allusion dans la réponse précédente, mais est-ce que tu as remarqué d'autres évolutions positives au-delà vraiment bien évidemment de la dépersonnalisation? C'est une évolution complète, quoi, globale de moi, Ouais. parce que avec toi, tu nous le dis, la dépersonnalisation des réalisations, elle n'arrive pas par hasard, Ouais. dans un cadre cité comme ça. Et donc on balaye beaucoup de domaines de vie à travailler, quoi. Donc je sais pas, par exemple, ma relation avec les gens, Ouais. je suis plus à l'aise, je suis beaucoup moins stressé. Avec ma famille aussi, j'ai vu une bonne évolution au niveau de la communication, donc vraiment une bonne évolution globale. D'accord. Ok, c'est vrai que
même si on a la vie, comme on dit, pour continuer d'évoluer, moi ça me fait vraiment plaisir pour toi que tu sois de nouveau sur de bons rails, on va dire dans la bonne dynamique. C'est vrai que je suis vraiment content pour toi. Globalement, quel regard portes-tu sur toi et sur le chemin que tu as parcouru depuis que nous nous connaissons, donc depuis fin 2019. Alors encore une fois, tu as donné quelques éléments déjà dans les réponses précédentes, mais quel regard portes-tu sur toi, sur ce chemin que tu viens de parcourir là, depuis fin 2019? Je pense que oui, je peux le dire. C'est la première fois que je suis fier de moi, de ce que j'ai accompli. Ouais. Parce que, encore une fois, je travaille avec toi, mais tu me donnes les clés. Après, c'est à moi de mettre les choses en œuvre. Quoi. Tout à fait, ouais. C'est pas un cachet magique. Ouais. Et donc voilà, je suis vraiment content des efforts que j'ai effectués et j'en vois les résultats. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très important ce que tu viens de dire, car je peux te donner, on peut nous donner toutes les bonnes recettes du monde, tant qu'on n'applique pas, tant qu'on passe pas à l'action, il faut pas compter sur de véritables changements en fait. Alors comme je l'ai déjà dit, je le répète, alors, il faut y aller progressivement, à son rythme et avec méthode, mais c'est ce passage à l'action qui va faire la différence. Et quand on avance malgré parfois un certain inconfort, on reprend du terrain, on se sent mieux, on gagne confiance en soi et on rentre non pas dans un cercle vicieux, mais bien dans un cercle vertueux. Et c'est dans cette dynamique-là, nos problèmes passés ont bizarrement beaucoup moins de poids sur nous. Donc c'est vrai que te concernant, tu as su avancer malgré justement cet inconfort parfois, malgré les difficultés, malgré les coups de moins bien justement, où il a fallu revoir, expliquer, reprendre les choses. Et aujourd'hui, tu commences à récolter les fruits, donc tu peux vraiment être vraiment fier de toi et continuer. Moi je peux que t'inviter à continuer dans cette dynamique-là. Et voilà, et même pour la petite anecdote, entre guillemets, parenthèse, moi, un de mes objectifs, pour toi ou même pour d'autres, en fait, c'est vraiment faire en sorte que la personne soit plus forte qu'avant qu'elle est, justement, qu'elle soit sujet à la dépersonnalisation des réalisations. C'est vraiment un des objectifs. Être plus fort, justement, pour justement être plus fort face à la vie, et les épreuves et ce qui peut nous arriver. Et être mieux, bien évidemment, du coup. Ok, donc par rapport au fait que ces séances d'accompagnement personnalisé représentent de l'argent, est-ce que tu regrettes cet investissement financier? Non, pas du tout. Déjà dès le début de mes recherches, ça n'a jamais été un frein pour moi parce que je m'imaginais pas vivre comme ça encore plus longtemps. Quoi. Ouais. Il fallait que je m'en sorte, je ne voulais pas vivre comme ça. C'était vraiment un objectif de sortir de là. Quoi. Et puis après, avec du recul, c'est vrai que c'est même une bonne chose pour moi parce qu'en gros, je suis armé, on va dire, pour la vie, le stress. Voilà, je sais gérer un peu tout ça maintenant. Ouais. Et aussi profiter aussi encore plus des bonnes choses. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment, je suis content de ce que j'ai appris avec toi. Oui, c'est vrai, ce que tu viens de dire, ça illustre bien, selon moi, la bonne approche pour s'en sortir. À se donner les moyens pour s'en sortir. À voir ce qui est finalement vraiment important pour soi, à voir cet argent non pas comme une dépense, mais comme un investissement sur soi, et bien au-delà de résoudre le problème de la dépersonnalisation. Donc vraiment un investissement global pour sa santé, son évolution, son avenir, etc. Donc tu peux être fier de ça, pour le coup, tu peux vraiment être fier de ça. Alors question suivante, aurais-tu un message à adresser à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont actuellement sujets à des symptômes de dépersonnalisation des réalisations? Je leur dis qu'il faut vraiment être déterminé parce que
des fois on voit directement ça va mieux et d'un coup ça redescend. Ouais. Enfin, il faut vraiment être, voilà, avoir une détermination sans faille parce que c'est dur, hein, Ouais. mais après voilà, moi quand je fais le retour un peu sur moi, enfin en gros il m'est arrivé ça après 15 ans d'anxiété, quoi, de stress et d'anxiété où je me rendais pas compte, hein, donc, et là quand je vois ça fait quoi à peu près un peu plus de 6 mois qu'on bosse ensemble, bah, je suis presque sorti d'affaires. Ouais. Donc 15 ans par rapport à 6 mois, voilà, faut se dire que le corps est bien fait, et que voilà, si vous arrive ça, c'est que y a un truc qui va pas, quoi. Il faut régler quelque chose et accepter d'être aidé, et ou quelque chose. Toi, je veux dire quelque chose que si on m'avait dit ça il y a un an et demi, je pense que je l'aurais très mal pris. Mais avec le recul, je trouve que c'est une chance d'avoir vécu ça, entre guillemets, parce que moi ça m'a forcé à amorcer un changement, une évolution pour moi, quoi. Sinon, si j'avais jamais eu ces sensations, je pense pas que j'aurais suivi, j'aurais été suivi par quelqu'un comme toi, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un beau message d'espoir, un beau message tout court et un beau message d'espoir que tu viens de nous donner. C'est vrai que si on met à part les drogues comme le cannabis, et encore on pourrait développer, je suis tout à fait d'accord sur le fait de considérer la dépersonnalisation des réalisations comme un véritable signal d'alerte qui est là pour nous informer, comme tu le dis, qu'on ne peut plus continuer comme ça, qu'on a un ou des problèmes à régler, qu'ils soient actuels ou passés, mais problèmes dont on a en général parfaitement conscience, hein, et qu'il est temps de réagir pour commencer à les régler. Et ça passe en effet souvent par demander de l'aide, car le truc entre guillemets spécial avec la DPDR, c'est que en tant que signal, ce signal devient souvent lui-même le problème à part entière aux yeux de la personne qui en souffre. Donc problème qui vient, donc les sensations, hein, toutes ces sensations, tous ces symptômes, donc tout ça, ça devient un problème qui vient donc se rajouter aux problèmes initiaux, d'où la difficulté si on reste seul face à soi-même, si on n'en parle à personne, si on ne se fait pas aider, etc. etc. Donc ouais. Alors, question suivante, alors pour peut-être une touche un petit peu plus légère, sans se moquer, est-ce que tu te souviens si à cause de ces sensations, donc à cause de la dépersonnalisation des réalisations, tu as déjà été conduit à faire quelque chose que tu trouves désormais avec le recul complètement stupide, débile, irrationnel, etc. Ouais, il y a au début en fait de mes premières sensations, on m'avait dit que j'avais des problèmes d'oreille interne, sans avoir fait une batterie de test par un ORL. Mais du coup, en fait, ça m'a rassuré par le côté de me dire que j'ai quelque chose de physique, quoi. Qu'il y a vraiment, que voilà, il y a un problème, qui n'était pas, mais en gros, quand j'allais nager, après avoir été à la piscine, je me sentais mieux. Et du coup, je me disais, en fait, c'est quand j'ai de l'oreille, de l'eau dans les oreilles que ça remet mon oreille interne. En fait, je me racontais une histoire. Et donc après, même sans aller à la piscine, quand je prenais ma douche, je me mettais de l'oreille, de l'eau dans l'oreille. Et ça allait mieux, en fait, parce que j'y croyais, mais après, au bout d'un moment, ça disparaît parce que ça fonctionne plus. Moins bien, tout ça. Mais en fait, avec le recul, voilà, c'est juste que je me sentais mieux après avoir été à la piscine parce que voilà, j'avais fait du sport, j'avais bougé, je m'étais dépensé, quoi. Mais ouais, c'est un truc. C'est vrai que quand j'y pense maintenant, c'est assez visible. Ouais, non, mais c'est sûr que on essaye souvent de se rassurer, de se raccrocher à tout ce qu'on peut
tout ce qu'on peut pour trouver des solutions, effectivement peut-être une cause physique, une cause telle ou telle, le pourquoi, etc. Essayer tout simplement d'avoir moins de sensations. Mais en tout cas, effectivement, au-delà de l'anecdote, tu fais allusion au sport, effectivement, et t'allais mieux, t'avais cette sensation d'aller mieux. Alors sans doute, effectivement, c'était sans doute lié au sport, à la natation, mais justement, j'en profite pour dire que le sport, c'est sûr, personnellement d'ailleurs, au-delà de moi, c'est souvent un très bon allié pour aller mieux, et moi, personnellement, ça m'a bien rendu service, dans mon cas. Voilà, bah écoute, on en arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter? Ouais, je t'en avais parlé, c'est une citation qui représente vraiment bien la situation de ceux qui traversent la DPDR. Ouais. C'est de Winston Churchill qui disait si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. Et voilà, je vais finir là-dessus. Voilà. Ouais, c'est vrai que cette expression illustre bien le chemin à parcourir, entre guillemets. C'est un peu une forme d'enfer, comme tu dis, mais malgré ça, il faut continuer d'avancer. Malgré les embûches, malgré l'inconfort, malgré tout ce qu'on veut, les pièges et les erreurs, on avance malgré les coups de moins bien et les difficultés. C'est vraiment quelque chose d'assez fondamental à retenir, avancer coûte que coûte, quoi. Écoute, merci Quentin pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé, j'allais dire, avec les gens qui nous écoutent. Merci déjà à la base d'avoir accepté cette interview. C'est pas forcément un exercice forcément facile, de témoigner sur des choses assez intimes, sur ce qui a pu nous arriver, alors qu'on a abordé il y a quelques minutes avant le fait qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, t'en parlais pas forcément tout court. Donc vraiment merci pour ça. Et il me reste plus qu'à te dire au revoir, à bientôt de toute façon. On se revoit bientôt. Et puis écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Merci, pareil. Ciao Quentin. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, je tiens encore à dire un grand merci à Quentin d'avoir accepté de faire cette interview et de nous livrer son témoignage. J'espère que cet échange vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à remercier Quentin dans l'espace commentaire. De votre côté, si vous souffrez vous-même de dépersonnalisation des réalisations, gardez espoir, mais à l'image de Quentin, donnez-vous les moyens d'aller mieux. Ne restez pas seul face à vous-même, faites-vous aider d'une façon ou d'une autre. Pour ma part, vous savez que vous pouvez me contacter. Et n'hésitez pas non plus à jeter un œil sur les programmes en ligne que j'ai pu créer, chacun ayant pour mission de contribuer à vous aider à vous libérer de vos sensations de dépersonnalisation des réalisations. Tous les liens utiles sont dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.